Bonjour tout le monde. Donc on va continuer notre série sur l'étude des convertisseurs statiques. Donc on a terminé les redresseurs non commandés, le redresseur commandé monophasé qu'on avait traité ensemble. Et donc là j'aborde un autre convertisseur qui s'intitule les hacheurs. Alors, avant d'expliquer ce que c'est qu'un hacheur et son fonctionnement et ses applications, il faut que je rappelle un certain nombre de choses, notamment ce que c'est que des choses que vous avez vues certainement durant votre première année d'université, hein, donc ce que c'est qu'une source de tension et source de courant. Alors, une source de tension, c'est une source donc qui va délivrer une tension constante, quel que soit le courant appelé par la charge. Donc là, ça, c'est une source de tension. Une source de courant, au contraire, c'est une source qui va délivrer un courant constant, quelle que soit la tension appliquée entre ces bandes, ou appliquée entre les bandes de la charge. Alors donc, ce sont des sources idéales. Ça veut dire que ils ont des résistances ici. Si je dois, par exemple, mettre ici une résistance, voilà, interne. Donc cette résistance interne, ici, elle est nulle. Donc la source est idéale. Donc là aussi, si je dois ajouter une conductance, donc cette conductance ou cette résistance doit être infinie. D'accord? Donc ρ tend vers l'infini, donc il n'y a rien qui passe ici. Tout le courant passe ici. Donc là aussi, c'est une source idéale. D'accord? Donc attention, là, la résistance là est en série, là la résistance elle est en parallèle. Donc il n'y a rien qui passe ici. Donc là aussi, la chute de tension entre les bandes de cette résistance interne est nulle. Donc là, ce sont des. Alors pourquoi j'ai introduit ces deux choses-là? C'est parce que le hacheur, on va le voir, hein, donc c'est, on va le voir tout à l'heure, c'est l'association de deux sources. Une source génératrice de tension en opposition avec une source réceptrice de courant, ou bien, dans l'autre cas, on va voir une source génératrice de courant en opposition avec une source réceptrice de tension. Donc voilà pour ce qui est, donc je suppose que ce sont des choses que vous connaissez très très bien, donc inutile de s'attarder davantage là-dessus. Alors on aborde directement l'étude donc des hacheurs. Alors, le hacheur par définition est un convertisseur statique. Donc c'est un convertisseur continu. Ça c'est très important. Continu. Très bien. Donc à partir d'une source fixe, donc une source ici qui va être fixe, je vais avoir en sortie une source dont je peux faire varier la valeur moyenne. Donc la sortie, donc la sortie ici, ok, c'est la valeur moyenne que je pourrais faire varier. Alors cette valeur moyenne que je vais faire varier, bien entendu en suivant un principe. C'est le principe le plus utilisé pour traiter les problèmes des hacheurs, c'est le principe ce qu'on appelle de la Émilie. Donc quand je dis Émilie, modulation de largeur de l'impulsion. Voilà, donc j'ai une source fixe, très bien, et en sortie je vais avoir une tension ou un courant, donc bien, je vais voir tout à l'heure, ça dépend de la nature du hacheur. Si je prends une tension, donc la valeur moyenne de cette tension, l'intérêt c'est que je pourrais la faire la varier en suivant un principe très simple qui est le principe de la Émilie. Alors très bien, donc il y a le symbole, alors le symbole de hacheur on le connaît, donc il n'y a pas de problème. Donc on représente toujours un convertisseur par un rectangle avec une diagonale, et donc d'un côté vous avez l'entrée elle est continue, la sortie est également continue. Voilà, donc ça c'est l'entrée, ok, et là c'est la sortie. Voilà le symbole de hacheur. Alors, on distingue plusieurs types de hacheurs. Donc on dit, je vais effacer.
on distingue plusieurs types du hacheur. Donc, voilà. Alors, le hacheur série, le hacheur parallèle, ce sont les plus simples, je dirais, un petit peu à traiter. Et on a également ce qu'on appelle les hacheurs réversibles. Donc les hacheurs réversibles, soit réversibles en courant, enfin il n'est pas en train de courir, non, c'est le courant électrique, soit réversible en tension, soit réversible en courant et tension. Alors, il y a encore d'autres types de hacheurs, mais on va inutile de s'attarder davantage sur ces autres hacheurs, parce que j'aurai le temps de les rencontrer lors de l'étude de l'application, par exemple, industrielle. Alors nous, dans notre problème, enfin dans notre ici pour ce cours, on va astreindre notre étude à l'étude des hacheurs série, à l'hacheur parallèle et l'hacheur réversible en courant. D'accord. Alors on pourrait revenir sous forme de TD sur le hacheur réversible en tension, sur le hacheur réversible en tension et en courant. Très bien. Donc alors ça c'est pour ce qui est des hacheurs, pour ce qui est de la définition elle-même des hacheurs. Attention ici, sachant que cette tension elle-même qui est continue. Oui, c'est important parce que il vient pas du néant. C'est que à l'origine, qu'est-ce qu'on a? On n'a que le réseau, hein, donc le réseau, voilà. Très bien, on a le réseau, voilà. Donc ça c'est le réseau 230 400 volts. Donc ça c'est 230 400 volts. 50 Hertz, très bien. Alors ce réseau, à partir de cette tension de réseau, il va falloir justement fabriquer un redresseur. D'abord. Ok, donc il faut d'abord fabriquer un redresseur. Justement, cette tension E, on va d'abord la fabriquer à partir d'un redresseur. Et ensuite, donc, on met en cascade notre hacheur. Donc la tension continue E, il ne vient pas du néant. Il a bien été, elle aussi, convertie à partir d'un système de tension triphasé équilibré V1, V2, V3. Donc voilà pour ce qui est comment on aboutit à créer, enfin à concevoir donc les convertisseurs. Il faut prendre cette habitude de bien représenter les convertisseurs par des blocs, hein, et d'expliquer comment ils fonctionnent, etc. Donc c'est très important. Et il y a toujours, hein, donc c'est important, en grande partie, il y a ce transfert d'énergie toujours donc vers la source, vers ici, alors bon, on va voir, hein, donc c'est ici, on a toujours ce qu'on appelle les charges. Alors, une charge pour nous, électrotechniciens, dans la majorité des cas, c'est quand même des moteurs. Hein. Pour nous, c'est ce qui nous intéresse davantage. Alors, différents types de moteurs. Donc, type moteur, par exemple, à courant continu. On va voir pourquoi on met l'accent sur l'étude des moteurs à courant continu pour traiter les problèmes de hacheur. Donc, ça, c'est la présentation générale des convertisseurs. D'accord ? Toutefois, il faut quand même rappeler un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut rappeler? Il faut rappeler quels sont justement les composants utilisés pour l'étude des hacheurs. Alors, les composants utilisés, c'est très important, les composants utilisés, qui sont pour nous ce qu'on appelle des véritables interrupteurs électroniques. Alors, les composants utilisés, ou le composant, donc pour la conception de hacheur, c'est soit un thyristor, voilà, soit un transistor bipolaire, NPN ou PNP, soit un transistor FET, par exemple à canal N ou canal P, donc là c'est MOSFET, ou bien c'est ce qui marche depuis pas mal d'années. Je vous ai expliqué le premier cours
sur les composants d'électronique de puissance, c'est l'IGBT. Alors, donc là, vous avez le thyristor. Sachant que c'est très important, la commande de ces différents interrupteurs est complètement différente lorsqu'on passe d'un interrupteur à un autre. Donc commander un thyristor, ça n'a rien à voir avec commander un transistor. Même si ici, par exemple, il y a quand même des ressemblances entre le bipolaire, entre le MOSFET, entre l'IGBT. Alors, inutile de revenir à, donc, par exemple, le bipolaire, c'est une commande en courant, le MOSFET, c'est une commande en tension, et l'IGBT, c'est un mariage entre les deux. Donc, il présente les avantages des deux types de transistors, le bipolaire et le MOSFET. Donc, ça, c'est pour ce qui est des composants utilisés, qui sont pour nous de véritables interrupteurs électroniques. Véritable interrupteur électronique, d'accord, donc I et V. On va supposer également que les composants sont idiots, enfin que ces interrupteurs sont, alors, des interrupteurs S, électroniques S, idiots. Alors idiots, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, lorsque le courant qui le parcourt est nul, est supérieur à 0, la tension est nulle, et lorsque le courant est nul, et lorsque la tension est différente de 0, le courant est nul. Alors, si bien qu'on a toujours le produit IV est toujours égal à 0. Toujours égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet interrupteur ne va mettre en jeu aucune puissance active. Donc comme ça, c'est le cas idéal. Alors, dans la pratique, c'est un peu différent parce qu'il y a quand même, il y a toujours une zone où le transistor n'a pas complètement commuté de l'état bloqué à l'état saturé ou bien de l'état saturé à l'état bloqué. Et donc on a un produit IV qui n'est pas égal à 0. Bon, on n'est pas encore là, ça c'est une histoire un petit peu qui dépasse un petit peu ce cadre. Donc là, c'est pour ce qui est alors, la commande, je ne vais pas la représenter. Alors, qu'est-ce qu'on associe justement à ces interrupteurs? On l'associe à un autre composant dont j'ai parlé pour le premier cours, c'est la diode, la DLL. Alors, la diode de roue libre, qui a un rôle très très précis, c'est que elle permet justement d'assurer une continuité du courant dans la charge. Donc pour qu'il n'y ait jamais de coupure de courant dans la charge, n'oubliez pas que l'ennemi numéro 1 d'une inductance, c'est que lorsque le courant, il y a une discontinuité au niveau du courant. Donc là, c'est très dangereux parce que ça peut conduire à une surtension qui peut endommager non seulement les équipements électriques, mais qui peut également représenter un danger pour le technicien ou l'ingénieur ou le praticien qui est en train de manipuler ces convertisseurs. Donc voilà pour ce qui est, alors pour la représentation schématique des hacheurs, alors on va le représenter tout ceci très très simplement, hein, ok, voilà. Alors on présente par ce symbole-là. Très bien, c'est un interrupteur commandé en ouverture et en fermeture. Donc là aussi, je vais avoir le courant IH et entre ces bornes, la tension VH. Voilà. Donc ici, OEF, ça veut dire que c'est un interrupteur commandé soit à l'ouverture ou bien commandé à la fermeture. C'est le symbole le plus utilisé par les praticiens, donc au niveau de la littérature, vous ne risquez pas d'être dépaysé. Alors très bien, donc voilà pour ce qui est la présentation de la chose, hein, ce que c'est qu'un hacheur, quels sont les composants qui sont utilisés pour l'étude des hacheurs. Alors on va voir maintenant donc justement des cas très très pratiques et on va commencer par le plus simple des hacheurs qui est le hacheur série. Alors le hacheur série, qu'on appelle également hacheur bac ou bien hacheur abaisseur. On va voir pourquoi. Toutes ces choses-là. Alors série, c'est une évidence parce que le hacheur est mis en série avec la source. Enfin, les trois éléments sont mis en série, donc ça, c'est pas très difficile à comprendre. Donc voilà, donc ça, c'est le deuxième paragraphe. Alors, très bien. Alors, je vais d'abord représenter le hacheur
sous sa forme de tout à l'heure que j'ai expliqué la première partie, c'est-à-dire l'opposition d'une source de tension avec une source de courant. Très bien, donc voilà, donc j'ai ici une source de tension, voilà, une source de tension génératrice, ok, voilà, le hacheur qui est là, ok, F, et en opposition avec une source réceptrice de courant. Voilà. Donc là, n'oubliez pas qu'il y a toujours la DRL ici. Voilà. Donc ça, c'est la représentation de tout à l'heure pour faire appel à justement cette opposition source génératrice de tension avec une source réceptrice de courant. Alors le hacheur, parce qu'on parle série parce qu'il est mis en série avec les sources, enfin les trois sources avec le hacheur sont mises en série. Alors, c'est très très simple. Donc on va parler un petit peu de ce qu'on appelle une période, une fréquence de hachage. Une fréquence de hachage. Ok, donc F est égal à 1 sur T. Alors c'est très très simple. Alors, l'interrupteur H, ici, on va le commander à l'ouverture et à la fermeture. Alors, de 0 à alpha T, cet interrupteur va être fermé. De alpha T à T, cet interrupteur va être commandé à l'ouverture. Alors, alpha, c'est ce qu'on appelle le rapport cyclique. Et mathématiquement, alpha est bien entendu comprise entre 0 et 1. Alors le cas particulier 0, 1 est inutile de s'attarder parce que 0 ça veut dire que le hacheur n'est jamais fermé, donc il n'y a rien qui passe. Et alpha égale 1, le hacheur est constamment fermé, donc toute l'énergie passe. Donc ça c'est les cas un peu extrêmes sur lesquels, bon, c'est cas pas particulier. Alors, bien sûr ici j'ai expliqué la source génératrice de tension et la source réceptrice. Alors maintenant concrètement, on va représenter par des charges. Donc on va représenter la charge. Alors je vous expliquer que pour nous électrotechniciens, la charge elle est essentiellement une charge RLE, c'est-à-dire généralement un moteur à courant continu qui possède donc une FCM une résistance interne. Alors c'est la résistance de l'induit, donc, et une inductance. Alors on va parler de cette inductance, mais d'abord je vais représenter le schéma global du hacheur série. Donc premièrement, qu'est-ce que j'ai? J'ai la source à l'entrée, donc E. Voilà, donc c'est la source génératrice de tension. Le hacheur, voilà, qui va être commandé en ouverture, en fermeture. OK. Et ici, donc voilà la charge L, donc R et E. Ou plutôt E' ici, pour différencier par rapport à E. OK. La bobine, enfin la diode de roue libre ici, son rôle est très très bien précis, ok. Une charge RLE. Alors, elle généralement c'est cette inductance, c'est l'association de deux cas d'inductance. Une inductance de lissage ou une inductance de l'induit du moteur. Alors, donc l'inductance de lissage, alors généralement il faut la dimensionner pour soit la valeur, et là c'est l'inductance de l'induit du moteur. Alors n'oubliez pas que cette partie-là, ce n'est autre que le schéma équivalent de l'induit d'un moteur à courant continu. Voilà pour ce qui est de la représentation. Donc je vais essayer de prendre les mêmes notations. Donc j'ai ici le courant IH, voilà, le courant ID, voilà, et le courant ici I. Courant I dans la charge. Très bien. Et là, j'ai bien sûr la tension que je vais appeler UC. Ou je vais essayer de prendre les mêmes notations que le document que je vais vous distribuer. UC. OK. Bien sûr, ici, j'ai la chute de tension UH au bord du H. Voilà.
j'ai tous les éléments pour pouvoir commencer à expliquer. Alors, et on aborde la même démarche que celle qu'on a abordée pour le redresseur commandé et le redresseur non commandé, à savoir des choses très très simples. Donc, toujours analyse qualitative du montage, tableau de conduction, tracer les oscillogrammes, faire les calculs, puis après les interprétations nécessaires. Très bien. Alors cette fréquence, c'est important de s'attarder un petit peu sur cette fréquence, puisqu'on va raisonner, ou on va traiter le cas, ce qu'on appelle le débit continu. Débit continu, appelé encore débit ininterrompu. Ça veut dire qu'il n'y a jamais interruption ininterrompue. Il n'y a jamais interruption du courant de la charge. Alors pour cela, il y a une contrainte, c'est qu'il va falloir choisir la constante de temps L sur R, d'accord, suffisamment grande devant T. Ça c'est important, ça c'est important. Donc ça veut dire qu'il va falloir choisir T faible ou bien la constante de temps suffisamment grande devant cette période. Autrement dit, on a intérêt par exemple à travailler à fréquence élevée. Ça c'est très important. Les convertisseurs statiques ont pris de l'importance de plus en plus grande, justement parce qu'on a de plus en plus de composants qui nous permettent de travailler à des fréquences assez élevées. Donc voilà pour ce qui est des contraintes, des hypothèses. Alors, très bien, on ne change rien du tout. De 0 à alpha t, H est fermé, et de alpha t à t, H est ouvert. Très bien. Alors, si j'ai l'interrupteur fermé, alors s'il y a l'interrupteur fermé, tout le courant passe, et qu'est-ce que j'ai? Donc, puisque l'interrupteur est idéal, qu'est-ce que j'ai? Donc, de 0 alpha t, j'ai UC est égal à E, parce qu'il n'y a rien ici, UH est égal à 0. Et IH est égal à I. De alpha t à t, l'interrupteur, je vais le bloquer justement. Je vais le bloquer, donc, mais il faut assurer la continuité du courant de la charge. Donc justement, c'est le rôle de l'inductance et de la DRL. Alors toute cette énergie emmagasinée durant la phase de fermeture du hacheur, cette énergie va être dissipée dans cette résistance à travers la DRL. Donc de alpha t à T, très bien, qu'est-ce qu'on a? On a, puisque la diode conduit, on va avoir UC égale 0, parce que UC ce n'est autre que VD1 ou VD, donc là c'est des choses, et on va voir ID est égal à I. Voilà. Ici ID est égal à 0, et ici IH est égal à 0. Voilà. Donc j'ai tous les éléments, je vais pouvoir tracer les courbes, ça ne doit pas me poser de problème majeur. UC. OK, en fonction du temps. Donc alpha t, t. Alors je vais m'arrêter à t. Après, la périodicité, vous la connaissez. Très bien. Alors, très bien. Alors, donc, on a ici de 0 à alpha t, on a UC est égal à E. Et de alpha t à t, on a UC est égal à 0. Voilà. Très bien. Pour ce qui est de la représentation de UH, donc UH ici je vais la représenter, c'est UH. Alors la même chose, alpha t et t. De 0 à alpha t, l'interrupteur H est fermé, donc la tension de ces bornes est nulle. Très bien. Et de alpha t à t, alors qu'est-ce qu'on a? On a UC est égal à 0, donc UH est égal à E. Voilà. Alors, ça c'est pour le dimensionnement du hacheur, hein, donc je ne vais pas m'attarder beaucoup sur ça. Mais par contre, ce qui nous intéresse ici au niveau des tensions, c'est très très simple, c'est que la valeur moyenne de la tension
Voilà, inutile de refaire la définition, bon ça c'est des choses très très simples, et tout simplement est égal à alpha E. Alpha est égal au rapport cyclique. Donc on voit bien ici qu'on pourra très très simplement, moyennant un simple potentiomètre, régler la valeur moyenne UC, il suffit pour cela régler le rapport cyclique. Donc on le règle, cette valeur moyenne, entre 0 lorsque alpha est égal à 0 et E lorsque alpha est égal à 1. Donc voilà pour ce qui est de la tension. Alors, ce n'est pas la tension qui pose des difficultés pour l'étude des hacheurs, mais c'est beaucoup plus les courants. Mais il faut s'appliquer, hein, donc il ne faut pas paniquer, il faut s'appliquer, il faut poser les équations qu'il faut, il faut faire les hypothèses nécessaires, puis après, généralement, les calculs mathématiques ne sont pas très très compliqués. Donc on va s'intéresser donc à l'étude des courants. Alors, c'est l'étude des courants, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Il y a le courant IH, il y a le courant ID, il y a le courant I. D'accord? Très bien. Alors, ces courants-là, donc on peut très bien montrer comment ils viennent. Donc, généralement, c'est des segments de droite. Alors, c'est des segments de droite. C'est des segments de droite. Pourquoi, justement? C'est l'hypothèse de tout à l'heure qui nous permet de dire ceci, c'est que le courant, enfin plutôt la bobine est suffisamment grande, enfin l'inductance est suffisamment grande devant R pour pouvoir négliger l'effet résistif. Donc l'effet résistif est négligeable. Ok? Alors, je ne sais pas s'il faut, alors au niveau du document vous avez l'explication des expressions du courant, donc je vais le donner directement. Donc de 0 à alpha t, qu'est-ce qu'on a? On montre facilement de 0 à alpha t, I de t est égal à E moins E' sur L, t plus I, ce qu'on appelle I min. Voilà. Donc ça, c'est l'équation que je vais appeler 1. C'est l'expression du courant de 0 à alpha t. Alors, puisque E est supérieur à E', donc ce coefficient directeur est positif, et donc le courant va grimper, parce que I min c'est I de t à t égale 0, va grimper de I min à I max. Donc I de t va grimper de I min à I max. Très bien. Donc ça c'est durant... alors de alpha t à t, justement, c'est la phase de décharge de la bobine de l'inductance. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir I de t est égal à... Alors, donc directement l'expression moins E' sur L, t moins alpha t, ok, plus I max. Okay. Et donc là, par contre, le courant I de t va plutôt donc chuter, ou va donc décroître d'une valeur I max à I min. Si bien qu'on va avoir aucun problème à tracer les courants, donc ça ne doit pas poser de problème majeur. Alors je vais tracer les trois courants, je dirais, en cascade un petit peu, l'un sur l'autre. Alors comme ça, vous n'aurez pas de problème à comprendre ce qui se passe. Alors premièrement, donc le courant I de t, voilà, donc I min, I max, alpha t et t. Donc ça c'est le courant I de t, le courant de la charge. Hein. Voilà, donc je vais faire des pointillés, donc il faut avoir un petit peu l'habitude de tracer des courbes. Voilà, c'est bon. Voilà, très bien. Voilà. Voilà. Donc c'est des segments de droite. Pourquoi? Parce que l'effet résistif est quasiment négligeable. Alors si on ne doit pas négliger l'effet résistif, on peut traiter ce problème. Au lieu d'avoir des segments de droite, on va avoir des sortes d'exponentielles croissantes et décroissantes. Donc ça c'est pour le courant I de t. Pour le courant IH, le courant de l'interrupteur, T, voilà, I de t, I min,
Imax. Ok, donc de 0 à alpha t, le courant I de t est confondu avec IH. Donc ça c'est IH, hein, donc IH. Très bien. Après, durant de alpha t à 0, il est nul. Voilà, ça c'est le courant I de t, IH de t. Très bien. Donc I min, I max. Ensuite, il faut tracer le courant ID. Par contre, de 0 à alpha t, on a ID est égal à 0. Très bien. Parce que la diode est bloquée. Et de alpha t à t, la diode conduit et ID est égal à I de t. Voilà. Alors à titre d'exercice, hein, donc à titre d'exercice ici, à titre d'exercice, on peut calculer la valeur moyenne de I de t. La valeur moyenne de IH, on va revenir dans un TD comment on peut faire ces calculs, mais il y a des astuces mathématiques très très simples. Hein, donc c'est des choses vraiment du primaire, hein, parce que on sait très bien que une valeur moyenne, c'est un calcul, ça revient à un calcul de surface. Et calculer cette surface-là, par exemple, si je prends cette partie-là, le calcul de cette surface, c'est le calcul de la surface du rectangle, puis le calcul ajouté à la celle du triangle. Ça, c'est des choses mathématiques du primaire, donc inutile de revenir là-dessus. Alors, donc ici on a abordé les questions, on a représenté les différents courants. Alors il y a quand même un paramètre, hein, qui est important, c'est ce qu'on appelle l'ondulation sur le courant, ou l'ondulation du courant. Donc l'ondulation du courant que je vais représenter ici, donc delta I, ok. Alors delta I, par définition, c'est I max moins I min. Alors, faut pas paniquer si jamais vous trouvez une autre définition dans la littérature. Dans la littérature, on peut rencontrer delta I, c'est I max moins I min sur 2. Mais attention, ce qui est important, c'est qu'il faut rester logique. Si vous partez de cette définition, ben, il faut rester sur cette définition. Si vous partez de l'autre définition, I max moins I min sur 2, il faut rester cohérent. Il ne faut pas changer de définition en cours de démonstration, sinon c'est pas très très sérieux. Alors donc, pour cela, je vais partir de la première équation très très simple, hein, ici. Qu'est-ce qu'on a? On a I alpha t, donc si je remplace t par alpha t, on a I de alpha t est égal à E moins E prime sur L, ok, alpha t plus I min. Et ça, c'est égal à quoi? À alpha t, I de t est égal à I max. Est égal à I max, ou I grand M, hein, donc oui. Pour garder les mêmes notations, hein, donc il faut éviter de changer de notation en cours de démonstration. Très bien. Alors, si bien donc on va voir que I max moins I min est égal à E moins E prime sur L alpha t. Voilà. Ça, c'est important. Alors, ce qu'il y a, c'est que tout à l'heure, on a montré un certain nombre de choses, on va les exploiter. Or, E' n'est autre que la valeur moyenne, plutôt la FCM du moteur. Donc, E', c'est la FCM du moteur. Très bien, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement partir de la définition, c'est qu'on a UC est égal à alpha E, or UC est égal à RI, donc valeur moyenne, plus L DI sur DT, valeur toujours moyenne, ok, plus valeur moyenne de E'. Voilà. Alors, puisque l'effet résistif, on a dit qu'il est négligeable, voilà, très bien, et on sait également, vous avez dans le document, je vous fais la démonstration, que ce terme-là est égal à 0, c'est-à-dire la variation, ce n'est pas le courant qui c'est pas la valeur moyenne du courant qui est nulle, c'est la valeur moyenne de la variation du courant au cours d'une période. Si bien qu'on va voir finalement, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que tout simplement E' qui est égal à E', puisque je ne change pas, hein, donc ça c'est la valeur moyenne, c'est la FCM, est égal à UC
est égal à alpha E. Voilà. Donc tout ceci nous conduit à des choses très très simples. Donc je vais effacer par là. Donc tout ceci nous conduit ici à écrire delta I, l'ondulation du courant, delta I, est égal à I max moins I min, est égal à E moins E prime. Alors est égal à E, facteur de 1 moins alpha. OK? Multiplié par alpha, divisé par LF. Très bien. Alors on va trouver des choses très très logiques. Alors pour avoir un delta I très très faible, ben non, intérêt, delta I très faible, ça veut dire pour avoir très peu d'ondulation sur le courant. N'oubliez pas que lorsqu'on parle de moteur, on parle de moteur à courant continu, c'est-à-dire on a intérêt à ce que le courant soit très 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 bien lissé. Autrement dit, une ondulation du courant soit très très faible. Alors pour cela, c'est très simple, on a intérêt à choisir une inductance grande, mais on a également intérêt à travailler à fréquence élevée. Donc voilà l'intérêt de la chose du niveau des hacheurs, c'est que pourquoi on choisit de plus en plus de composants performants qui permettent donc de supporter des fréquences élevées justement, parce que n'oubliez pas, ceci concerne essentiellement les charges très 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 puissantes. Alors, on a intérêt donc, il faut travailler à fréquence élevée, deux choses, fréquence élevée et également L grande. Et on sait très bien également que delta I et max, il suffit de dériver, si alpha est égal à 1,5. Et auquel cas, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir delta I max est égal à E, facteur de 1,5 fois 1,5, donc ça est 1 quart sur 4 LF. Alors c'est une formule qui traîne dans la littérature, dans les bouquins. Vous risquez de rencontrer dans certains bouquins que delta I max c'est E sur 8 LF. C'est quoi exactement? C'est lorsque jamais vous prenez delta I est égal à I max moins I min sur 2. Voilà pour ce qui est sur l'étude de ce hacheur là. Donc on va voir directement une application au niveau d'un moteur. Alors qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement, on sait très bien donc comme application, donc on va voir. Ben, l'application, c'est tout simplement, par exemple, la commande, on va voir, donc c'est la commande en vitesse d'un moteur à courant continu. Pour cela, c'est très très simple. Hein, donc, qu'est-ce qu'on a? On sait très bien que la FCM d'un moteur est proportionnelle à K oméga. Or, qu'est-ce qu'on a? On a également la FCM est proportionnelle à alpha E. Ok. Finalement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir oméga est égal à alpha E sur K. C'est une formule très très simple, mais qui résume très très bien comment on pourrait commander la vitesse d'un moteur à courant continu. E, c'est la source de tension, donc qui va alimenter donc, le récepteur. K, c'est le facteur de proportionnalité entre la FCEM et la pulsation, la vitesse. Hein, donc c'est la vitesse et la pulsation, il y a un facteur de pi qui les différencie, donc ça n'a rien de méchant. Et voilà pour ce qui est... alors, c'est très simple ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, pour faire varier. Alors, n'oubliez pas que c'est une relation linéaire, ça c'est très important. C'est une relation linéaire. Et pour faire varier, pour commander la vitesse d'un moteur à continu, il suffit de jouer sur le rapport cyclique. Donc un simple potentiomètre ici nous permettrait très bien de régler la vitesse du moteur à courant continu. Donc voilà, je l'ai terminé avec l'étude du hacheur série. Donc je vais rapidement étudier, on va rapidement passer à l'étude des hacheurs parallèles. Je vais aborder toujours la même démarche, hein, donc la même démarche, toujours présenter le hacheur, analyse qualitative. Alors quand je dis remplir le tableau de conduction, c'est l'histoire de 0 alpha t, at, mais on peut très bien réunir ce genre de choses sous forme de tableau. Alors, très bien, donc ici, pour ce qui est du hacheur parallèle, le hacheur parallèle. Alors, j'ai oublié de vous citer tout à l'heure que pour le hacheur série, c'est hacheur,
Alors le hacheur parallèle, c'est un hacheur élévateur. Boost, qu'on appelle boost. Le hacheur série, lui, c'est un hacheur abaisseur. Parce que la valeur moyenne est inférieure à E. Ici, on va avoir une valeur moyenne en sortie supérieure à la source. Alors cette fois, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir justement une source génératrice plutôt de courant avec une source réceptrice de tension. Ok, le hacheur, il est mis entre les deux. Ok, c'est un hacheur parallèle, hein, donc il est mis en parallèle avec la source. Très bien. J'ai ici une diode pour éviter, enfin, pour imposer le sens du courant. Donc ici, il va jouer un petit peu le rôle. Donc ici, voilà, très bien, O, F. Voilà. Pour ce qui est des notations, donc je vais représenter, je vais prendre les mêmes notations pour, donc ici. Ok, donc ça ici c'est VD, ID, IH, VH, et ici. Alors, le courant I de 0, toujours de 0 à alpha T, H est fermé. Qu'est-ce qu'on a? H est fermé. On a VH est égal à 0. OK? Très bien. ID est égal à 0 également. Il n'y a rien qui passe. Et IH est égal à I. Voilà, donc ça c'est la première des choses. Donc ça c'est pour de 0 à alpha T. OK? Ensuite, de alpha T à T, je vais essayer d'écrire prendre les mêmes notations. De alpha T à T. Alors qu'est-ce qu'on a? On a VH est égal à, pour prendre les mêmes notations, oui, VC. VH est égal, donc ici, ID est égal à 0 et VC est égal à 0. Voilà. VH est égal ici à VC, puisque de alpha T à T, l'interrupteur est fermé, et la diode va jouer le rôle de DRL. Donc la diode, ici, est l'équivalente à une DRL. Alors très bien, donc alors on va écrire les équations si vous voulez, donc ça pose pas de problème majeur, donc je vous les donne, hein, donc il n'y a pas de problème. I de T égale de 0 alpha T, I de T est égal à E moins VC sur L, T plus I min, ok. Et de alpha T à T, donc on va avoir, donc ça c'est la première phase, de 0 alpha T, et de alpha T à T, qu'est-ce qu'on a? On a à avoir une deuxième équation qui est donc I de T, E moins VC sur L divisé par T moins alpha T plus I max. Alors, si je dois tracer les tensions, donc je vais revenir tout à l'heure sur le courant, donc si je dois tracer la tension, ok, donc qu'est-ce que je vais tracer? Je vais d'abord tracer VH. Alors, de 0 à alpha T, H est fermé, donc VH est égal à 0. Et de alpha T à T, puisque H est ouvert, la diode passe VD est égal à 0, je vais avoir VC est égal à VH. Voilà. Donc ça c'est une tension. VH, qu'est-ce qu'il y a encore à tracer? Donc VD, on peut toujours la tracer. Les courants I de T. Alors les courants I de T, donc de 0 à alpha T, qu'est-ce qu'on a? On a IL forcément, donc E moins là, E moins SC est égal à LDI sur DT. Ok, très bien. Donc de 0, la même chose, on va voir les courants ici.
toujours I min, I max, voilà, alpha T ici, et ici T. Voilà. Toujours l'ondulation sur le courant, delta I, qui ne change pas. Donc le courant va grimper durant la phase de conduction du hacheur, très bien, et durant la deuxième phase, ben, il va se décharger justement dans, n'oubliez pas que il va se décharger dans la bobine à travers donc la résistance de la charge. Très bien, donc ici, alors si je veux calculer la valeur moyenne de VC, plutôt, donc la valeur moyenne de C, qu'est-ce qu'on a? La source génératrice de courant. À la source génératrice de courant, alors, je vais la représenter. Elle est équivalente, bien sûr, à une source de tension en série avec une bobine. Voilà, donc ça c'est E, L. Voilà, le courant I. Voici donc la source génératrice de courant. Voici son, ok, très bien, la source génératrice du courant. Donc qu'est-ce qu'on a? On a cette source-là. Et qu'est-ce qu'on a? On a E est égal à VL. Ok, parce qu'ici j'ai une chute de tension. Plus VD plus VC. Alors, on passe en valeur moyenne, donc E, qui ne change pas, plutôt la valeur moyenne de E, est égal VL. VL, sa valeur moyenne, c'est toujours égal à 0, plus VD, ok, plus VC. Très bien. Alors, la valeur moyenne de VL est toujours égale à 0, LDI sur DT, égal à 0. La valeur moyenne de VD. Alors, la valeur moyenne de VD, il faut tracer VD. Bah, pour tracer VD, de 0 à alpha T, n'oubliez pas que c'est une diode. Une diode, la tension de ses bornes est soit nulle, soit négative. De 0 à alpha T, la diode est bloquée. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir tout simplement la tension entre ces bornes est égale à quoi? La diode est bloquée. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir VC plus VD est égal à 0. Donc, VD est égal à moins VC. Très bien. Voilà. Moins VC. Ok. Donc, je peux ici déterminer facilement. Alors, je vais le faire pour une fois, mais je suppose que le calcul ne change pas. Je vais calculer la valeur moyenne de VD est égale tout simplement 1 sur T. Alors, la primitive de alpha T à T plutôt de 0 alpha T, il ne faut pas se tromper, de 0 alpha T de moins VC dt. Donc, ça fait moins VC sur T, alpha T, moins 0, donc alpha T. Donc, ça fait moins alpha VC. Donc, ça, c'est la valeur moyenne de VD. Donc, on va voir finalement ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la valeur moyenne de VL qui ne change pas. Valeur moyenne de VD, c'est moins alpha VC, plus VC est égal à VC, facteur de 1 moins alpha. Si bien, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir VC, ça c'est important, est égal à la valeur moyenne de E, c'est E, parce que c'est une source idéale, divisé par 1 moins alpha. Alors, justement, source surprenante, elle est supérieure à E, puisque ce terme-là, le dénominateur est inférieur à 1. C'est pour cela qu'on parle de hacheur élévateur. Donc, c'est la source du courant qui va imposer le courant dans la charge, même si vous avez ici une tension, ou la source de tension réceptrice est supérieure à la FEM qui va générer ce courant constant. Voilà pour ce qui est de cette partie-là, donc sur les hacheurs réversibles en courant et en tension.
plutôt pour cette partie sur les hacheurs. Alors il me reste une autre partie, c'est l'étude des hacheurs réversibles en courant. Donc c'est une partie qu'on va traiter en TD, donc je vous laisse d'abord méditer avec cette première partie du cours. Donc voilà, je rappelle un petit peu les principes pour ce que j'ai traité ici. Donc, à savoir l'étude des hacheurs, le hacheur série, qui est un hacheur abaisseur, le hacheur parallèle, qui est un hacheur élévateur, on le voit ici, puisque la tension que j'obtiens en sortie est supérieure à la source qui va générer ce courant constant. Les applications, généralement, donc tout à l'heure j'ai pris l'exemple de l'application du hacheur série pour la commande en vitesse d'un moteur à courant continu. Ça peut être la commande en courant ou en couple. Là, donc on choisit souvent, on va choisir quel type de commande. Hacheur, c'est commande en courant, commande en couple, c'est la même chose. Commande en vitesse, commande en FM. Le hacheur parallèle, on va voir par exemple tout à l'heure dans une autre partie ou dans une autre vidéo, bien sous forme de TD, comment on peut jouer sur la commande de plusieurs cadrans. Par exemple, la phase de freinage d'un moteur à courant continu et le moteur fonctionne comme une génératrice, il va commencer à fournir de l'énergie active au réseau. Donc voilà, je vous remercie et puis à très bientôt. Au revoir.